L'intelligence artificielle a changé de visage, et 2025 marque un tournant historique. Bienvenue sur Expertise AI, la chaîne qui décrypte l'IA avec clarté, vision et impact pour l'Afrique et le monde francophone. Alors, on commence? Laissez votre commentaire juste en dessous si vous avez un besoin de formation individuelle, une formation en groupe ou en institution, ou simplement une question ou un domaine que vous souhaitez approfondir. Un membre de notre équipe vous contactera rapidement pour organiser cela avec vous, dans les meilleurs délais. Invitation au groupe WhatsApp gratuit. Nous mettons également à votre disposition un groupe WhatsApp de formation gratuite, où nous partageons régulièrement des ressources, des guides, des exercices et des annonces de sessions live. Le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp est disponible dans la description de cette vidéo. Rejoignez-nous maintenant pour faire partie de la communauté. Installez-vous, respirez, et entrons ensemble dans le monde fascinant de l'IA générative. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une note de synthèse assez dense qui fait le bilan du monde de l'intelligence artificielle pour cette fin d'année 2025. Bonjour. Notre mission, c'est de décortiquer tout ça pour voir où on en est, qui mène la danse, et surtout, ce que ça change pour nous. C'est ça. Et la première idée qui saute aux yeux, c'est que l'IA serait entrée dans une phase de maturité stratégique. Honnêtement, ça sonne un peu comme du jargon de consultant, non? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ah, c'est vrai que le terme est un peu pompeux, mais il cache une réalité très concrète. La maturité, en fait, c'est quand on passe de l'outil un peu gadget à un vrai partenaire de travail. D'accord. Et pour ça, l'analyse utilise une autre expression, système cognitif multimodaux. Encore un terme bien compliqué. Oui, mais l'idée est assez simple. On ne parle plus de machines qui répondent juste à du texte. Là, on parle d'IA qui jongle avec le texte, le son, le code, les images, la vidéo, et surtout qui ajoute une couche de raisonnement par-dessus. Elles ne font plus que trouver une info, elles planifient, elles analysent, et elles peuvent même agir toutes seules. Ok. Alors, si je traduis, on passe de « écris-moi un email » à « organise-moi le lancement de ce produit ». C'est ça l'idée? C'est exactement ça. Je pourrais, par exemple, lui donner des rapports de vente, des enregistrements de réunions, et lui dire « analyse tout ça, trouve les 3 meilleurs arguments marketing, écris la com qui va avec, et fais-moi une petite vidéo de présentation. » Voilà. Le mot-clé, c'est cognitif. L'IA ne compile plus seulement des données, elle les comprend, elle en déduit une stratégie. La multimodalité, c'est sa capacité à piocher dans toutes ses sources. Et le cognitif, c'est ce qui transforme ce chaos d'infos en un plan d'action cohérent. C'est plus une super calculatrice, quoi. C'est clair. Alors, si le jeu a changé à ce point, qui sont les joueurs sur le terrain en 2025? La synthèse dresse une sorte de carte des acteurs. J'imagine qu'on y retrouve les suspects habituels. Oui, les grands noms sont là. Google, qui a manifestement mis le paquet sur sa gamme Gemini. Évidemment. OpenAI, bien sûr, avec les évolutions de GPT. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est loin d'être un simple duel. L'analyse met aussi en avant des acteurs comme Anthropic, avec son modèle Claude, qui a vraiment fait de la fiabilité sa marque de fabrique. Ah oui. On a aussi xAI avec Grok et une entreprise comme DeepSeek qui monte en puissance. Et puis il y a cette force un peu à part, point l'open source. La note cite Leama, Mistral, Qwen. J'ai parfois l'impression que c'est un peu un vœu pieux. Est-ce que ce contre-pouvoir est réel ou est-ce qu'ils sont juste une force d'appoint un peu tolérée par les grands? C'est une excellente question et la synthèse est assez claire là-dessus. Ce contre-pouvoir est non seulement réel, mais il est fondamental. Ah oui? Oui, c'est lui qui empêche un monopole total. Prenez Mistral, cette société européenne qui a prouvé qu'on pouvait créer des modèles de pointe en gardant le code ouvert. Ça change tout, d'accord? L'open source, ça accélère l'innovation pour tout le monde et ça apporte la transparence. Ça permet à des milliers de chercheurs, de start-up, de ne pas être totalement dépendants des API de Google ou d'OpenAI. Mais est-ce qu'au final, ils ne sont pas dépendants de la puissance de calcul de ces mêmes géants? Le rapport de force n'est pas faussé dès le départ. Il y a une dépendance, c'est vrai, mais elle est moins absolue qu'on le pense. L'open source pousse aussi à l'optimisation, à créer des modèles plus petits, plus efficaces. C'est pour ça que ce qui ressort, ce n'est pas un duopole, mais un écosystème multipolaire. On a les géants, les startups spécialisées, et cette troisième voie de l'open source qui force tout le monde à rester compétitif. Cette idée de monde multipolaire, c'est intéressant. Parce que quand on regarde le classement brut que propose la synthèse, on pourrait croire le contraire.
la note se mouille un peu et propose un podium pour fin 2025. En effet. Et là, en première position, on trouve Gemini 3 Pro de Google, spécifiquement pour sa multimodalité avancée. Et en deuxième position, Encore Google avec Gemini 2.5 Pro pour sa performance globale. attendez, là je tique un peu. On entend parler d'OpenAI et de GPT toute la journée dans les médias, c'est presque devenu un nom commun. Et là, la synthèse nous dit que Google rafle les 2 premières places. Comment on explique ça? C'est un point fascinant. Cette première place de Google, en fait, elle vient d'un avantage structurel énorme. C'est-à-dire? Pour entraîner une IA multimodale, il faut des quantités astronomiques de données de toutes sortes qui sont déjà interconnectées. Texte, images, vidéos, sons. Et ça, c'est Google. Exactement. Ils ont des décennies de données de leur moteur de recherche, de YouTube, de Google Images, un écosystème où le texte d'une recherche est déjà lié à une image ou une vidéo. Ils avaient le terrain d'entraînement parfait et visiblement, ils ont capitalisé dessus. D'accord, c'est très clair. Et la différence entre le 3 Pro et le 2.5 Pro, c'est juste une question de puissance? C'est plus une question de spécialisation. Pensez-y comme ça. Gemini 2.5 Pro, c'est le champion olympique du décathlon. Il est excellent partout. Rédaction, synthèse, raisonnement. C'est le modèle le plus polyvalent. Ok. Gemini 3 Pro, c'est un athlète d'un nouveau genre. En plus de gagner le décathlon, il compose une symphonie et gagne un tournoi d'échecs en même temps. Il ne joue que tout à fait dans la même catégorie, quoi. Une stratégie de segmentation, donc. La troisième marche du podium, c'est là qu'on retrouve enfin OpenAI avec GPT 5.2 pour le raisonnement et le code. Un retour aux fondamentaux, on dirait. C'est ça. Et ensuite, ça devient encore plus spécifique. En quatrième, un modèle nommé E3 pour les agents intelligents. Et en cinquième, Claude Opus 4.5 d'Anthropic pour la rédaction et la fiabilité. Et c'est là qu'on touche au cœur de la tendance de 2025. C'est la fin de la course au modèle unique qui fait tout. On est vraiment entré dans l'ère de la spécialisation. Le classement le montre très bien. Si vous êtes développeur, GPT 5.2 est sûrement votre meilleur allié. Si vous êtes juriste et que la précision des sources est non négociable, Claude est sans doute le meilleur choix. Et ce OIA3 pour les agents intelligents, le terme est un peu abstrait. L'idée est pourtant simple. C'est une IA qui agit pour vous dans le monde numérique. Jusqu'ici, on demandait à une IA de rédiger un plan de voyage. Oui. Un agent intelligent, c'est une IA à qui on dit « Organise mon voyage à Tokyo pour la semaine prochaine, avec ce budget, trouve le vol le plus court et un hôtel près de ce lieu de conférence. » Elle ne se contente plus de donner des conseils, elle interagit avec les sites des compagnies, les plateformes de réservation. Elle compare et elle exécute. C'est ce passage de la parole à l'action qui est stratégique. J'avoue que l'idée d'une IA qui gère mes voyages pendant que je dors, c'est à la fois un rêve et un peu angoissant. On en est vraiment là. On s'en approche. Et c'est pour ça que la notion d'agent est si importante. D'ailleurs, ça nous amène à la partie la plus pratique de l'analyse, la boîte à outils. Fini la théorie, on nous dit quel champion utiliser pour quelle tâche. Et c'est assez direct, oui. Pour tout ce qui est rédaction, recherche, le trio de tête, c'est Gemini, GPT-5 et Claude. Logique. Voilà. Pour le code et l'ingénierie, les recommandations sont GTT 5.2, ce fameux agent O3 et DeepSeek. Et pour le multimodal, sans surprise, c'est Gemini 3 Pro qui domine, avec GPT-4o qui était déjà un précurseur. Ce qui nous amène à la conclusion la plus importante de cette partie de la note, qui est résumée en une phrase. Il n'existe pas une seule meilleure IA, mais des IA adaptées à des contextes précis. C'est un vrai changement de mentalité. La compétence clé, ce n'est plus seulement de savoir écrire un bon prompt, mais de savoir orchestrer. L'image du chef d'orchestre est très parlante. C'est savoir quel instrument faire jouer à quel moment. Exactement. Pour un projet, un utilisateur avancé va peut-être utiliser Claude pour structurer un argumentaire, puis basculer sur Gemini 3 Pro pour créer les visuels, et enfin demander à GPT 5.2 d'écrire un script pour automatiser la collecte des données. On ne demande plus à un seul outil de tout faire, on combine les hyper-spécialistes. Mais est-ce que ça ne crée pas une nouvelle fracture numérique ? Une nouvelle barrière à l'entrée? Il faut devenir un expert de tout un écosystème, connaître les forces et les faiblesses de 10 modèles différents. C'est accessible à qui au final? C'est un risque énorme et vous mettez le doigt sur un point essentiel. L'analogie du chef d'orchestre est bonne, mais un mauvais chef peut créer une terrible cacophonie. C'est sûr.
Mal combiner ces outils peut donner des résultats bien pires que d'en utiliser un seul, moyennement bon. Cette compétence d'orchestration devient une compétence stratégique et elle pourrait en effet creuser l'écart. Toute cette discussion sur la performance, les classements, on est clairement dans une logique très centrée sur la Silicon Valley. Mais c'est là que la note prend un virage fascinant et pose la question qui compte vraiment. À quoi ça sert toute cette puissance dans un contexte de développement? Et pour y répondre, elle nous emmène en République démocratique du Congo. C'est la partie la plus visionnaire de l'analyse, je trouve. Elle sort de la course à la performance pour parler d'impact. La phrase centrale, c'est que l'IA représente pour des pays comme la RDC une opportunité historique de souveraineté numérique, de saut technologique et de renforcement des capacités locales. Le saut technologique, ou leapfrogging, c'est cette idée de sauter des étapes. On l'a vu avec les paiements mobiles en Afrique qui ont explosé et sans passer par la carte de crédit. Ce serait pareil pour l'IA? Précisément. L'idée est de ne pas avoir à construire des infrastructures lourdes dans certains domaines, mais de déployer directement des solutions basées sur l'IA. Et là, l'analyse devient très concrète. Elle cite l'éducation, le droit, l'agriculture, la santé. Et quand on y pense, les applications sont vertigineuses. En santé, un diagnostic médical assisté par IA dans un dispensaire de brousse. En agriculture, une appli qui analyse la photo d'une plante pour identifier une maladie. Exactement. Et qui propose un traitement optimisant les récoltes, ou en éducation, des tuteurs IA personnalisés pour chaque élève, capables de s'adapter à leur rythme, même dans une classe de 80 enfants. C'est fou. Mais l'enjeu, et la note s'insiste beaucoup dessus, c'est le renforcement des capacités locales et la souveraineté numérique. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec l'open source. Pour ce saut technologique, est-ce que des modèles ouverts comme Mistral ou Llama sont la clé? C'est ça, la souveraineté numérique en pratique. Ne pas dépendre de Google. C'est tout à fait ça. La souveraineté numérique, c'est la capacité à adapter ces technologies à ses propres réalités culturelles, linguistiques, sociales. Il ne s'agit pas d'importer une solution made in California pour un agriculteur du Kivu. D'accord. Il s'agit de donner aux agronomes, aux médecins, aux juristes congolais les briques technologiques souvent open source pour qu'ils construisent les outils dont ils ont besoin. C'est un changement complet de paradigme. C'est une perspective vraiment puissante. Alors, si on devait synthétiser ce que nous apprend cette analyse sur l'IA fin 2025, qu'est-ce qu'on retient? Premièrement, l'IA est sortie du bac à sable. Elle est devenue mature, multimodale et c'est un enjeu stratégique. Deuxièmement, le paysage n'est pas un simple duel, c'est multipolaire. On a des géants comme Google, mais la grande tendance, c'est l'hyperspécialisation. C'est ça. Il n'y a plus un seul meilleur modèle, mais des champions pour chaque discipline. Ce qui nous amène au troisième point. La compétence la plus importante a changé. Il faut savoir être un chef d'orchestre, combiner intelligemment les talents. Et enfin, le point le plus important peut-être, le vrai défi n'est plus seulement technique. La note le dit bien, il est dans l'appropriation stratégique et responsable de ces outils. Savoir s'en servir pour créer de la valeur, que ce soit pour une entreprise ou pour une nation entière. Exactement. Ce qui soulève une dernière question, en pensant à 2026 qui commence, cette fameuse appropriation responsable, qu'est-ce que ça va vouloir dire concrètement? On a parlé du saut technologique comme d'une promesse formidable, mais aussi du risque d'une nouvelle fracture numérique entre ceux qui savent orchestrer et les autres. Comment on s'assure que cette révolution technologique ne creuse pas de nouvelles inégalités encore plus profondes? C'est sans doute ça le véritable enjeu pour l'année qui vient. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur une chose, c'est bien ceci. En 2025, l'intelligence artificielle n'est plus une technologie du futur. C'est une réalité qui décide déjà du présent. Aujourd'hui, ceux qui comprennent l'IA prennent de l'avance. Ceux qui l'ignorent prennent du retard. Et ceux qui se forment intelligemment deviennent les leaders de demain. Il n'existe pas une seule meilleure IA. Il existe la bonne IA pour ton métier, la bonne IA pour ton contexte, et surtout la bonne stratégie pour ne pas subir la révolution en cours. Pour l'Afrique, pour la RDC, pour le monde francophone, l'enjeu est immense. Passer du statut de simple consommateur de technologie à celui d'acteur, de décideur et de créateur de solutions IA adaptées à nos réalités. C'est exactement la mission de Expertise AI. Rendre l'intelligence artificielle compréhensible, la rendre utile et accessible, et contribuer à une souveraineté numérique responsable. Alors abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait. Like cette vidéo pour soutenir le travail de vulgarisation. Partage-la à un collègue, un étudiant, un enseignant, un entrepreneur ou un décideur.
Et surtout, écris en commentaire. Quel est ton métier et comment comptes-tu utiliser l'IA en 2026? Ici, on ne regarde pas l'IA passer. On apprend à la maîtriser. Et on construit l'avenir, ensemble. Ne rate pas la masterclass gratuite de fin d'année qui sera annoncée sur notre chaîne. Expertise AI, comprendre l'IA. Maîtriser l'avenir.